Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon petit favori, le M10A1 dans sa version PDW SBR de chez Troy Industries. Vous me direz pourquoi prendre un 308 avec un canon de 10 pouces et demi? Pour faire chier le monde au stand tout simplement. Plus sérieusement, pour vous raconter rapidement, ma toute première arme de catégorie B a été un STG-57, aussi connu sous le nom de FAS-57. À une époque, c'était le fusil d'assaut standard de l'armée suisse. Et franchement, les Suisses, ils étaient bien lotis avec ça. J'adore tout dans cette arme. Ses qualités, ses défauts, son histoire, vraiment tout. Mais bon, malheureusement, il y a quelques années, le STG-57 est passé en catégorie A. Pourquoi ? Parce que c'est une ancienne arme de guerre, et donc dotée à l'origine d'un mode automatique, même si celui-ci avait été neutralisé. La loi a quand même tranché, toutes les vieilles armes de guerre dehors. Résultat, j'ai dû rendre mon STG pour destruction. Oui, vous avez bien entendu, destruction. Après cet épisode douloureux, on va pas se mentir, je n'ai pas mis longtemps à rebondir. Il me fallait un autre fusil d'assaut, et pas n'importe lequel. Un gros calibre, bien sûr, parce que le STG tirait du 7.5 par 55 suisse. Et franchement, c'est une munition qui en a dans le ventre. D'ailleurs, si une vidéo sur le STG-57 vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. J'ai passé en revue pas mal de fusils comme le SCAR 17, le G3, le FAL, le MR308 et j'en passe. Mais je me suis frotté au premier obstacle, le prix. Le SCAR 17, près de 7000 €. Le MR308, en moyenne plus de 4000 €. Ensuite, même si le G3 est une excellente arme, il n'a pas de modularité. Donc galère pour y installer des accessoires. Je n'avais pas plus envie d'en acheter un pour le modifier et en faire un truc dégueulasse. Bref, sans vouloir offenser les fans, mais le G3, c'est pas pour moi. Ce qui aurait pu me plaire par contre, c'est un FN-FAL de chez DSA Arms, le SA58. Une version américaine et modernisée du FN-FAL. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les armes, je passe exclusivement par mon armurier, donc je lui en ai parlé. Et bien sûr, il ne peut pas en avoir. Donc pour résumer, soit les armes sont trop chères, soit elles ne sont tout simplement pas accessibles. Jusqu'à ce que mon cher armurier m'appelle pour me dire qu'il a mis la main sur un petit AR-10 en 10 pouces et demi. Et que cela me coûterait à peu près dans les 2500 €. Mais avant de vous présenter le M10A1, je vais vous parler du calibre et de ses origines. Dans les années 1940, les armées du monde entier utilisaient des cartouches de fusils longues et puissantes, comme le 30-06 Springfield aux États-Unis ou le 8,57 Mauser en Allemagne. Ces munitions, conçues pour des engagements à longue distance, se sont révélées moins adaptées au combat moderne. Les engagements réels se faisaient rarement au-delà de 300 mètres. Les fusils à verrou étaient trop lents comparés aux fusils semi-automatiques ou automatiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne introduisit une innovation majeure, le 7,92 par 33 Kurz, une cartouche intermédiaire utilisée dans le STG-44, souvent considéré comme le premier fusil d'assaut. Cela inspirera les Alliés à repenser leur calibre pour combiner puissance, portée et contrôle dans des armes automatiques. Après la guerre, les États-Unis, leader militaire de l'OTAN, cherchait à remplacer le 30-06 Springfield par une cartouche plus compacte et moderne. Ce besoin s'inscrivait dans une volonté de standardisation des munitions entre les armées des pays de l'OTAN. Le développement du 7,62 par 51 mm commence dans les années 40. Elles avaient pour objectif de réduire la longueur et le poids du 30-06 tout en conservant des performances similaires. Et résultat, en 1954, la cartouche est adoptée comme standard de l'OTAN, désignée 7,62 par 51 NATO. La cartouche est presque immédiatement utilisée dans les nouvelles armes de l'époque. Par exemple aux États-Unis pour le M14 qui est un fusil semi-automatique qui sera adopté en 1957, qui est en fait le successeur du M1 Garand. Ensuite par exemple en Belgique avec le FN-FAL, l'un des fusils les plus populaires du XXe siècle, il a même été surnommé le bras droit du monde libre. Et un dernier exemple en Allemagne avec le HKG3 qui a été adopté par de nombreuses nations et utilisé jusque dans les années 2000. Le 7,62-51 NATO est devenu le symbole des armées de l'OTAN pendant la guerre froide. Il équipait des soldats dans des conflits comme la guerre du Vietnam, où les M14 et les mitrailleuses M60 utilisaient ce calibre. Ensuite, il y a aussi les guerres coloniales en Afrique avec le FAL, qui était omniprésent, et bien sûr, les conflits au Moyen-Orient avec des G3 et des FAL déployés par divers belligérants. Cependant, dans les années 60, la cartouche a commencé à être remise en question. Les soldats trouvaient les armes en 16,62 par 51 difficiles à contrôler en mode automatique, notamment face aux armes soviétiques comme l'AK-47, qui utilisaient une cartouche intermédiaire plus légère, donc le 16,62 par 39, ce qui a amené un grand changement. Dans les années 70, l'OTAN adopte le 5,56 par 55 mm, plus léger et plus adapté au combat approché. Cependant, le 7,62-51 reste très utilisé pour des rôles spécifiques, notamment par exemple avec des fusils de précision tels que le Remington 700, le M24, SR25, etc. Ensuite des mitrailleuses polyvalentes comme le M60, le M240, le MG3. Donc cette cartouche était destinée à des engagements à longue distance, utilisés par exemple par les tireurs d'élite. Je vais vous donner en plus une anecdote opérationnelle de l'armée française. Au cours des opérations militaires en Afrique, notamment dans la région du Sahel, des missions comme Serval et Barkhane ont été menées dans le cadre de la lutte antiterroriste. Les forces françaises ont rencontré des situations où le calibre 5,56 de leur fusil d'assaut FAMAS montrait des limites en termes de puissance d'arrêt, en particulier face à des adversaires équipés de protection corporelle
ou lors de combats à moyenne distance. Et oui, contrairement à ce qu'on voit dans les films, les types en face ne tombaient pas après une seule balle comme par magie. Non, dans la réalité, c'est bien plus compliqué que ça. En plus de cela, les forces armées font face à un autre défi, l'utilisation de drogues par les combattants adverses. Ces substances, appelées drogues de combat, sont souvent utilisées pour plusieurs raisons. D'abord, elles aident à améliorer la résistance physique et mentale. Sous leurs effets, les combattants peuvent continuer à se battre malgré la fatigue, la douleur ou même des blessures graves. Elles réduisent aussi les inhibitions, supprimant la peur du danger. Ensuite, ces drogues créent un véritable sentiment d'invincibilité. Elles modifient la perception de la réalité, poussant certains à ignorer des blessures qui devraient les mettre hors de combat, ou à prendre des risques suicidaires sans hésiter. Dans la région du Sahel, des substances comme les amphétamines et le captagon ont été signalées. Le captagon, par exemple, est une drogue très répandue dans les conflits au Moyen-Orient. Mais elle est aussi apparue en Afrique. Elle donne de l'énergie, de l'euphorie et peut complètement désinhiber ceux qui en consomment. D'autres substances comme le cannabis ou des drogues locales sont aussi utilisées, car elles sont plus accessibles et permettent de gérer le stress ou la peur. Mais quelles en sont les conséquences sur le terrain? Les combattants sous les effets de ces drogues deviennent un problème majeur. D'abord, ils peuvent être beaucoup moins sensibles aux blessures. Par exemple, face à un calibre standard comme le 5,56, il peut arriver qu'ils continuent de combattre malgré des impacts qui, en temps normal, les mettraient hors d'état de nuire. C'est l'une des raisons pour lesquelles des calibres plus puissants comme le 7,62 par 51 sont souvent privilégiés dans ces situations pour garantir une puissance d'arrêt suffisante. Ensuite, les drogues rendent les adversaires plus imprévisibles. Sous leurs effets, leurs comportements peuvent devenir erratiques, ce qui complique les engagements et augmente le danger pour les soldats. Et comment savons-nous tout ça? Ces informations viennent des débriefings de soldats français, donc de Retex, ayant opéré dans la région, mais aussi d'analyses d'équipements récupérés sur les ennemis. Des seringues, des pilules et d'autres traces de drogue ont souvent été retrouvées. Des observations similaires ont été aussi faites dans d'autres conflits qui s'étendent jusqu'au Moyen-Orient. Pour remédier à ces insuffisances, l'armée française a donc réintroduit l'utilisation du 7,62 par 51, reconnu pour sa puissance supérieure et sa meilleure efficacité à la portée. Cette réintroduction s'est traduite par l'emploi accru de fusils de précision et de fusils d'assaut chambrés en 7,62 par 51, tels que le HK417, souvent utilisé par les forces spéciales et certaines unités d'infanterie pour des missions nécessitant une puissance de feu accrue. Cette adaptation illustre la nécessité pour les forces armées de disposer d'un éventail d'armements adapté aux différentes conditions opérationnelles rencontrées sur le terrain. En parallèle de son développement militaire, Winchester a commercialisé une version civile du 1662 par 51 sous le nom de 308 Winchester, et cela en 1952, soit 2 ans avant son adoption par l'OTAN. Ce calibre est rapidement devenu l'un des favoris des chasseurs et des tireurs sportifs grâce à sa précision, sa disponibilité, sa polyvalence pour abattre du gibier moyen. En plus de cela, son efficacité est toujours d'actualité. Aujourd'hui, le 7,62 par 51 NATO reste un calibre emblématique, utilisé dans des armes modernes comme je l'ai cité au début de la vidéo, dont les R10. D'ailleurs, parlons un peu de ce dernier. Dans les années 50, Eugene Stoner, ingénieur de chez Armalite, avait une idée audacieuse, créer un fusil semi-automatique léger, robuste et précis, capable d'exploiter tout le potentiel du nouveau calibre 16,62. A l'époque, les fusils militaires étaient encore majoritairement construits en bois et en acier, mais Stoner voulait innover en utilisant des matériaux modernes comme l'aluminium pour alléger la structure et des polymères pour remplacer les éléments en bois traditionnels. Le premier prototype de l'AR-10 voit le jour en 1955, marquant une rupture avec les conceptions classiques. Sa légèreté, sa modularité et son design avant-gardiste étaient révolutionnaires pour l'époque. Le fusil se distinguait par plusieurs innovations. D'abord par un système d'empreinte gaz direct. Le système dirige les gaz directement dans le porte-culasse, réduisant le poids en éliminant des pièces supplémentaires. D'ailleurs, ce mécanisme améliore la précision en limitant le recul et le mouvement de l'arme. Ensuite, l'utilisation de matériaux modernes pour la construction en alliage d'aluminium pour le boîtier supérieur et inférieur. Puis une crosse et un garde-main en fibre de verre, réduisant le poids total à environ 3,5 kg, bien plus léger que les autres fusils de l'époque. La R10 exploitait pleinement la puissance et la portée du calibre, ce qui le rendait précis et efficace sur des distances intermédiaires et longues. Malgré ses atouts techniques, la R10 n'a pas été immédiatement adoptée par l'armée américaine. Lors des essais militaires en 1956, il était en compétition avec des armes comme le M14. La R10 avait pourtant plusieurs avantages. Une meilleure ergonomie, son poids nettement inférieur, et une cadence de tir plus facile à maîtriser. Cependant, il a été jugé trop innovant et son système d'empreinte gaz encore trop jeune. Comme quoi, innover trop tôt, ça ne touche pas que les secteurs des technologies. L'armée américaine, conservatrice dans ses choix, préférera le M14, basé sur des technologies déjà éprouvées. Même s'il n'a pas été adopté par les États-Unis, la R10 a attiré l'attention de certaines armées étrangères. L'armée portugaise l'a par exemple utilisé dans les guerres coloniales en Afrique, où sa légèreté et sa puissance étaient appréciées. Au Soudan, des lots d'AR-10 ont même été exportés vers ce pays. Cependant, sa production initiale est restée limitée, avec moins de 10 000 exemplaires fabriqués. La R10 n'a donc pas connu un succès immédiat,
mais son design a servi de base pour une arme encore plus célèbre, l'AR-15. En 59, Armalite vend les droits de l'AR-15 à Colt, qui en fait une version allégée et chambrée en 5,56 par 45 NATO. L'AR-15 deviendra le M16, adopté par l'armée américaine en 1964. L'AR-10 est ensuite resté dans l'ombre de son petit frère pendant des décennies, mais il a connu un regain d'intérêt à partir des années 90. De nouvelles versions modernisées ont été produites pour les tireurs civils, les chasseurs et les forces spéciales. On arrive bientôt à la présentation de mon Troy, mais avant ça, parlons des origines de la boîte qu'il a conçue. Troy Industries a été fondée en 2003 par Steve Troy, un ancien membre de l'Air Force qui a aussi été policier. Il a mis son expérience au service d'une idée simple, produire des équipements fiables et performants pour les militaires, les forces de l'ordre et les tireurs civils. Dès 2004, ils ont lancé leurs premiers produits phares, comme les garde-mains modulaires et les organes de visée rabattables. Ces accessoires sont vite devenus incontournables, au point d'être adoptés par des fabricants comme Colt ou Smith & Wesson. Au fil des années, notamment dans les années 2010, Troy Industries s'est diversifié. Ils ne se sont pas contentés des accessoires, ils se sont lancés dans la production d'armes complètes, renforçant encore leur position dans l'industrie de l'armement. Alors parlons d'armes qui font partie de la tête d'affiche de Troy. On commence avec quelques modèles vraiment intéressants. Le Troy Pump Action Rifle, ou PAR. Ce modèle est parfait pour ceux qui veulent ce qui se rapproche le plus d'un fusil d'assaut, mais accessible en catégorie C. Imaginez une carabine à pompe basée sur la plateforme AR, qui de plus est disponible en 223 Remington ou en 308 Winchester. Elle peut trouver sa place à la chasse ou pour le tir en stand. Si vous voulez en savoir plus sur cette arme, je vous invite à regarder des vidéos qui ont été faites par exemple par la chaîne de la Gauloiserie, le Troy M7A1 PDW. Voici une arme compacte et tactique, idéale pour les environnements exigus. Avec sa crosse repliable brevetée, la Tomahawk Stock, elle est conçue pour les forces de l'ordre et les militaires, mais elle séduit aussi les particuliers qui recherchent une arme maniable et efficace, le Troy 223. On retrouve bien sûr le fusil semi-automatique basé sur la plateforme AR-15, donc en 223. Avec ses accessoires Troy d'origine et sa robustesse, c'est une excellente option pour le tir sportif. Le Troy M4A4 SOC. SOC pour Special Operation Compatible Carabine est une gamme pensée pour les missions tactiques, légère, optimisée et prête à l'emploi avec des accessoires déjà intégrés. C'est une arme qui combine efficacité et modernité. Et en plus de cela, elle est disponible pour les tireurs sportifs en France en catégorie B4, l'AR-308. Enfin, pour ceux qui veulent rejoindre doucement le tir à longue distance, la gamme des AR-308 de chez Troy est un incontournable. Il y a par exemple le Troy Sport Action. C'est un fusil à verrou qui est toujours dans le style AR avec pour particularité une culasse linéaire. Alors c'est sûr que les connaisseurs peuvent me dire qu'avec du 308 on peut pas aller très loin au TLD, c'est bien pour ça que j'ai dit rejoindre doucement cette discipline, qui requiert plutôt du 6.5 Creedmoor ou du 338 Lapua Magnum. Maintenant place à mon M10A1. On retrouve les particularités de base des AR-10. Par contre, pas de décocking, comme sur d'autres modèles comme celui de chez Aero Precision, au moins il reste fidèle au modèle original. Passons en revue les accessoires que j'y ai montés. D'abord, l'optique. J'ai monté une lunette Strike Eagle en lunette principale. Mon grossissement est de 1,8 par 24. Je l'ai placé sur des hausses pour avoir la place de monter un point rouge sur un rail déporté. Ceux qui me disent que c'est dégueulasse, bah les goûts et les couleurs ça se discute pas. Plus sérieusement, j'aime beaucoup la gamme des lunettes de chez Vortex. J'aurais bien mis une Razor mais il y a une petite barrière qui m'en empêche. 3000 € la Razor. Voilà. J'ai gardé la hausse et le guidon de base parce que c'est joli. Comme j'aime bien la prise en main cyclampe, je ne suis pas tout à fait sûr de quel type de poignée pour le garde-main me convient le mieux. Donc j'ai opté pour une AF-G2 de chez Magpul. Et pour l'instant, ça fait le taf et je suis plutôt à l'aise pendant le tir. Ensuite, j'ai effectué quelques changements plus poussés, en priorité le levier d'armement. Et honnêtement, je trouve ça mauvais. C'est désagréable et c'est vraiment pas pratique quand on a une lunette. Donc je me suis commandé rapidement un levier Raptor Radiant. Non seulement c'est esthétique, mais pas que. C'est aussi ambidextre et les ailettes sont plus longues donc plus faciles à attraper. Tout dernièrement, je viens de remplacer la poignée pistolet d'usine pour une Daniel Défense. Pas que celle de base soit mauvaise en soi, mais j'aime beaucoup la prise en main avec la matière agrippante des accessoires Daniel Défense. Premier point sur l'expérience de tir. Le Troy fait beaucoup de bruit et le compensateur renvoie pas mal de gaz sur les côtés. Donc en présence de tir autour de moi, je vais devoir utiliser le réducteur de son. L'inconvénient majeur de ce RDS est qu'il n'est pas flow-through, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas les gaz vers l'avant, mais je les reçois bien dans la gueule. Et même avec les lunettes, j'ai l'impression de me prendre de la lacrymo. Ensuite, la prise en main. On a l'impression de tenir un petit AR-15 mais plus lourd. La majorité du poids va se retrouver à l'avant, donc peut-être que je réfléchirai à comment mieux l'équilibrer à l'avenir. L'arme n'a pas trop de recul.
Le semi-auto garantit des sensations de tir, même si pour exploiter tout son potentiel, il faudrait aller dans un stand qui permette plus d'exercice, comme par exemple dans la pratique du TSV ou alors dans un stand d'un pays plus permissif. Conclusion, j'utilise le M10A1 de chez Troy comme une plateforme qui me permet de faire pas mal de tests en y modifiant les composants. Évidemment, j'aime bien l'originalité de la crosse, même s'il m'arrive de penser à l'échanger avec un tube standard sur lequel je monterais bien une crosse Daniel Défense. Cette conclusion marque la fin de cette vidéo. J'aimerais publier des vidéos plus souvent, mais le temps me manque. Alors je travaille dessus par petites sessions de 30 minutes quand je peux. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'au mieux vous avez appris quelque chose et qu'au pire vous avez passé un bon moment. La prochaine vidéo sera normalement centrée sur la finance. Et pour finir, un immense merci à tous ceux qui se sont abonnés. C'est votre soutien qui me motive à continuer et à croire en l'avenir de cette chaîne. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et un joyeux Noël. Sur ce, je vous dis à bientôt.